Bonjour, bienvenue à une émission spéciale consacrée au projet par la Ville de Baie-Saint-Paul des Petites franciscaines de Marie. Comme vous le savez, la Ville de Baie-Saint-Paul vient tout juste d'en faire l'acquisition. Alors, allons voir ensemble ce qu'elle nous a concocté comme projet de développement pour en assurer, bien sûr, sa pérennité. Bonne émission. Alors, nous sommes heureuses ce soir de vous accueillir encore chez nous. Alors, chers citoyens et citoyennes de la ville de Baie-Saint-Paul, il y a longtemps que les petites franciscaines de Marie sont liées avec vous. Cet attachement réel existe depuis 125 ans. Et vous avez accueilli nos 4 premières fondatrices un 13 novembre 1891. Et nous avons célébré dernièrement cet événement. Grâce au Père Fafard et grâce à vous, les gens de Baie-Saint-Paul, la congrégation a pu s'implanter, grandir et se développer. Et avec les années, elle a acquis un patrimoine inestimable que nous possédons aujourd'hui. Un regard reconnaissant nous permet de nous émerveiller devant l'héritage reçu, légué par nos fondatrices, conservé et transmis par nos devancières. Un charisme, une mission, une spiritualité, une histoire, des valeurs, des biens matériels et immatériels. Et nous sommes conscientes de l'importance de cet héritage. Et sa transmission nous incombe puisque nous sommes actuellement les détentrices et les gardiennes de cet héritage. Cet héritage, comment en assurer la pérennité? Comment consolider ce que nous possédons déjà? Alors les défis s'avéraient nombreux et très grands. Décider de laisser pour aller vivre dans une autre résidence comme locataire, plus petit. Décider de laisser notre maison mère, qui est le cœur de la congrégation, qui est, je dirais, le berceau de notre vie spirituelle, de notre vie religieuse. Décider de laisser nos beaux terrains. Décider de laisser, je dirais, notre chapelle, où nous avons, c'est là que nous prenions l'habit, c'est là que nous prononcions nos vœux, c'est là que nous passions de grands temps de prière, les funérailles, les fêtes, les belles célébrations. Décider de laisser cette belle chapelle. Et décider aussi de laisser le jardin de François à peine né et l'espace muséal et les employés. Mais tout cela, nous le portions. Mais la détermination et l'audace nous ont poussés à faire des choix, je dirais, déchirants pour sauvegarder l'héritage reçu de nos fondatrices. Mais ce qui devient un encouragement devant cette réalité parfois pénible, vous, les élus de la ville de Baie-Saint-Paul, vous avez cru et vous croyez en cet héritage, à ce patrimoine bâti, et vous voulez le sauvegarder en l'acquérant pour le bien de la population. Nous savons qu'il sera en possession de personnes qui veulent poursuivre notre mission, garder les valeurs qui nous ont habités et qui nous habitent encore aujourd'hui. Oui, nous sommes heureuses
de savoir que la ville deviendra propriétaire de ce vaste ensemble patrimonial. Merci. Quand j'ai entendu parler que c'était pour se vendre officiellement, être mis en vente officiellement, c'est sûr que là, je me suis beaucoup questionnée comme agente de développement pour me dire « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire. Alors, à la suite de ça, il y a eu des rencontres faites par Sœur Françoise avec les gens d'affaires auxquelles j'ai participé. Et j'avais apporté une proposition de projet que j'avais travaillé avec Jean Fortin, le maire de la ville, parce qu'effectivement, lui aussi voyait des possibilités. Et bon, quand on s'est rencontré avec les gens d'affaires voyaient plutôt, si je peux me permettre, la dépense que le gain par rapport à ça. Mais moi, en agente de développement optimiste et missionnaire, je me disais « Oh, il y a quelque chose à faire avec ça, sûrement ». Je voyais plus le gain. Je me disais « C'est un formidable espace où on pourrait faire du développement socio-économique. On n'a pas tant de terrain, c'est un bâtiment qui est déjà construit. » Alors, je commence par rêver. Je me suis dit « Ouais, peut-être ce serait possible. On va regarder ça. » Après ça, j'ai mis ça sur papier, comme je disais. Et à la suite de ça, les gens de la ville ils ont dit « Il y a peut-être quelque chose effectivement à faire comme ça. » Et on a été, Jean Fortin et moi, rencontrer les petites franciscaines, le conseil général avec leur avocat. Et on a porté le projet. Puis en parlant avec elles, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des possibilités, que le fait de le mettre en vente dans de gazettes un peu partout, ça pouvait peut-être fonctionner, mais que ce serait encore plus merveilleux si c'était quelque chose là, qui apportait le plus à la communauté. Alors, à partir de ça, il y a eu des discussions et l'avocat a dit aux petites franciscaines, il dit « Pourquoi vous ne donneriez pas l'occasion à la ville puis au service de développement de faire des activités à l'intérieur du bâtiment pour faire vivre l'atmosphère de l'ensemble conventuel à des gens qui éventuellement pourraient s'intégrer. » Alors, ça a commencé comme ça. On a dit « Ah oui, quelle bonne idée! » En fait, suite à tout le cheminement, la Ville a fait l'acquisition du bâtiment. D'ailleurs, dans quelques jours, le 1er janvier 2017, la Ville en sera le propriétaire. Moi, depuis la MRC, en fait, le service de développement m'a autorisé à travailler 2 jours semaine sur ce projet-là. Je travaille en collaboration avec le coordonnateur qui a été mis là, qui est Sylvain Gendreau, qui fait un très bon travail. Et ça se développe depuis à peine 1 an, on va dire. C'est vitesse grand V. Et en fait, le projet de base que j'avais apporté a été de beaucoup amélioré, on s'entend, mais on est resté toujours avec l'idée de mettre des entreprises d'économie sociale. Pas nécessairement, le communautaire, c'est un peu différent. Les entreprises d'économie sociale, en fait, eux, donnent un service à la communauté, mais aussi ils créent de l'emploi, ils créent aussi de la richesse, ils créent un produit, un service, tout ça. Alors, on a continué dans cette lignée-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'organisations qui sont intéressées à s'intégrer. Et ça a été un cheminement qui a été fait par tout le monde. Et même, maintenant, on a un comité de gestion, DPFM, comme on l'appelle, qui a été mis en place, qui n'a pas les actifs de la Ville, mais qui va gérer tout ce projet-là pour la Ville. Alors, je trouve ça vraiment fantastique. Alors, un défi qu'on avait, c'était vraiment de s'assurer de l'acceptation des gens d'affaires. Parce que c'est certain que ce qu'on voulait faire à cet endroit-là, puis ce qu'on veut faire peut créer une certaine compétition, on va dire, dans le monde des affaires. Ça peut être menaçant pour des entrepreneurs qui sont déjà là, qui ont pris leur sous-personnel pour développer leur commerce au fil des années. Donc, la façon dont on a procédé, il y a 2 comités qui ont été mis en place. Il y a un comité de partenaires dans lequel il y a beaucoup de gens d'affaires,
institutions, tout ce qui est les gens, dans le fond, là, qui gravitent dans le développement économique, socio-économique local. Et on a fait un comité aussi qui est un comité stratégique, qui est plus un comité d'ambassadeurs. Donc, on a l'Université Laval, on a John Porter, on a M. Iaccarini de Montréal. Alors, il y a plein de gens là, qui sont plus de l'extérieur de Charlevoix, qui connaissent Charlevoix, mais qui peuvent aussi nous aider à développer notre projet. Et le comité de partenaires, la façon dont on a traité ça, c'est que dès qu'arrive un projet, que quelqu'un nous dit « bien, moi, j'aimerais ça m'intégrer chez les Petites Franciscaines », parce qu'on intègre des projets. On ne loue pas des locaux, on intègre des projets, c'est bien important. Et les partenaires sont là pour filtrer les projets, c'est-à-dire recevoir le projet et dire « oui, c'est acceptable selon on s'est donné des orientations, c'est acceptable selon les orientations qu'on s'est données ». Mais ils sont là aussi pour aider les projets. C'est-à-dire qu'on les réunit puis on dit maintenant, ce projet-là est accepté, il va être intégré. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment vous, comme partenaire, pouvez l'aider? Alors ça aide vraiment, ça a vraiment beaucoup aidé parce que aussi dans les rencontres, on s'est donné des orientations, on s'est donné des balises et on s'est donné une balise bien importante qui est une balise de complémentarité avec ce qui existe sur le territoire. Ça, c'est bien important. Et chaque personne qui arrive au PFM pour faire un projet, on leur dit « il faut que tu sois complémentaire ». Et non seulement complémentaire, mais il faut que tu partages avec ceux qui sont là des locaux, des services, des choses pour que vraiment on crée une synergie, qu'on recrée dans le fond ce que les Petites Franciscaines ont fait là. Et ce qui est l'accueil, l'ouverture, ils ont fait beaucoup d'entrepreneuriat et l'aide et l'entraide aussi. Est-ce que c'est gagnant-gagnant pour la ville et les Petites Franciscaines? Je crois que oui. Et je dirais que les Petites Franciscaines ont créé cet environnement-là. Elles ont été fidèles à ce qu'elles font toujours. Elles ont ouvert la porte. Elles ont créé des conditions facilitantes. Elles se sont impliquées monétairement, mais elles-mêmes se sont impliquées aussi. Et c'est gagnant-gagnant parce qu'elles redonnent à la communauté un peu, j'imagine, ce qui a été donné au fil des ans. Là, ça fait 130 quelques années qu'elles sont là. Qu'est-ce qu'on aura comme fenêtre de temps pour réaliser ce projet-là? Bien, premièrement, moi, je pense que le temps va nous le dire aussi, parce que pour l'instant, ça va très vite. On n'a pas tant de gens d'intégrer. Bon, c'est sûr qu'à partir de la mi-mars, là où les Petites Franciscaines vont déménager, vont quitter définitivement le bâtiment, c'est sûr que les choses vont s'accélérer. Mais comme on dit dans tous les projets de développement, c'est toujours entre 1 et 5 ans qu'on sait, dans le fond, qu'est-ce que ça va devenir le projet. Il faut vraiment, moi, je pense, laisser au moins 5 ans pour que ça se développe. C'est sûr que d'ici 2 à 3 ans, on va avoir déjà une excellente idée. On s'est arrangé, dans le fond, il y a des chantiers qui ont été créés. Il y en a 6 chantiers qui ont été créés. On en a en éducation, on en a un qui s'appelle Espace collaboratif et entrepreneuriat. On va en avoir dans le domaine de la culture, bien sûr, agroalimentaire, biomasse, énergie renouvelable, etc. Et c'est sûr que ça va nous permettre de développer les projets au fil des années, de baliser. Et ça va dépendre de comment ces chantiers-là vont réussir à atteindre leur cible aussi. L'an passé, à la même époque, ça fait presque 1 an jour pour jour, les Petites Franciscaines, suite au fait que ça n'avançait pas trop vite, ça ne se battait pas à l'entrée pour venir acheter le complexe, hein? Et les Petites Franciscaines ont demandé à d'autres personnes de recommencer, de rencontrer le milieu à nouveau, de voir comment ça pourrait se passer. Sœur Françoise et son équipe ont été très clairs en nous disant, pour nous, que ça puisse aller au milieu, et pour nous, le milieu, c'est la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, quand on regarde, c'est un lieu inspirant, témoin de notre histoire.
Mais vous voyez tout de suite, c'est vraiment une architecture patrimoniale qui est distinctive. Puis ça marque le paysage culturel de Baie-Saint-Paul, d'autant plus que vous voyez tout en haut, vous avez la signature de la ville de Baie-Saint-Paul, bien c'est les 3 clochers. Donc on le voit tout de suite que c'est plus qu'inspirant, c'est en fin de compte, si l'image de la ville se retrouve, l'IPFM se retrouve dans l'image de la ville. Évidemment, on a parlé de la part historique dans le développement de la ville, qui a été fort dynamisant avec l'arrivée des PFM et du père Fafard et du curé Fafard. Mais l'important pour nous, quand on regarde ce côté-là, il y a un côté d'une localisation stratégique fort intéressante, tout à côté du centre-ville. C'est un lieu qui peut donner de l'intérêt quand on regarde au niveau du levier social, du levier économique. C'est un élément qui est important pour nous. Quand il va avec les différents sites qui sont complétés dans la transaction, évidemment, on a la maison mère que vous avez ici, mais vous voyez le nombre d'espaces en mètres carrés. Il y a 14 972 mètres carrés d'espace de locaux et divers dans plusieurs ailes. Donc, c'est très grand. Et on voulait mettre même des indications pour que les gens trouvent bien la salle, parce qu'on le sent que quand on emmène des gens ici, c'est inspirant, mais c'est un peu déroutant. Les gens cherchent est-ce que je suis à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'était mon cas les 3 premières semaines. Après ça, je m'amusais à perdre quelques personnes. Donc, c'est intéressant de voir que ce lieu-là est inspirant, mais c'est un lieu qui est très vaste et qui a beaucoup de possibilités. Quand on retourne un peu avec les différents services qui sont dans la maison mère, bien, c'est inspirant puis ça nous a permis d'aller plus loin dans les projets. Vous allez le voir tout de suite quand on regarde l'accueil, la réception avec le salon d'apparat que vous avez vu lorsque vous étiez à l'entrée, qui est un salon fort d'intérêt qui marque l'esprit des lieux. On a marqué qu'il y avait 3 suites qu'on prenait un bureau, mais il y en a plus que 3 en fin de compte. On a découvert, quand on a fait les présentations, on en a 7. Donc, il y a des lieux qui sont quasiment autonomes, qui pourraient faire un bureau, une salle de rencontre, etc. C'est des éléments qui sont déjà présents et sans modification, on les a prêts pour d'autres, en fin de compte, d'autres événements, d'autres utilités. On a aussi la cafétéria avec une cuisine qui a une capacité de production de 250 à 300 repas à la fois. Donc, c'est pas rien. Elle est fort bien équipée, aux normes. Donc, c'est un outil fort intéressant que vous allez voir un peu comment on l'a développé. On a aussi une salle réfectoire dotée de cloisons de verre amovibles, créant 2 zones d'intimité. Donc, ça a toujours évolué. La cafétéria est là depuis fort longtemps, mais la salle où les repas sont pris, elle est très moderne. On va pouvoir l'utiliser de façon hybride parce qu'on a des belles cloisons qui nous permettent de faire différents aspects. Une grande salle qui se divise en 3, c'est des éléments complètement modernes pour des installations comme ceux qu'on a ici. On a aussi 190 chambres individuelles ou doubles, dépendant comment l'évolution de l'année de la construction et comment on les a utilisées. Et finalement, il y a une buanderie qui est totalement équipée d'appareils commerciaux, qui est de fort volume, des équipements de qualité en excellentes conditions. Puis vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on a pensé faire avec tantôt. Il faut vous donner un petit peu un avant-goût, là. Quand on regarde, évidemment, là, on en a parlé tantôt, la maison du père Fafard, qui est le curé Fafard, évidemment, qui l'avait acheté à l'époque, qui est conservé, qui est le cœur. Quand vous venez ici, vous avez sur la rue, il y a 4 portes, dont une, la plus vieille, la maison la plus vieille, se retrouve en plein centre. C'est l'entrée de l'espace muséal. On le dit évidemment qu'on le conserve. Et vous allez voir un peu qu'on va même dynamiser qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'espace muséal, avec inspiré comme les corridors, les lieux. On va essayer d'aller le plus loin possible pour démontrer le caractère patrimonial des lieux. Et bien que ce n'est pas un bâtiment classé monument historique, c'est quand même un bâtiment inventorié. Donc, on voit au niveau du ministère de la Culture que c'est important pour eux. C'est un lieu d'importance. Évidemment, on parlait des dates d'occupation. Évidemment, la date de prise de possession par la Ville est le 1er janvier de façon financière. Et par contre, vous voyez, ça ne nous appartient pas, mais on a eu une offre généreuse de dire qu'il y a un mandat de gestion qu'on peut, pour des parties d'immeubles qui sont convenues avec les Petites Franciscaines de Marie. Et c'est pour ça que, M. le maire vous parlait tantôt, bien, il y a certains locataires, entre guillemets, ou projets qui sont là. C'est parce qu'on a eu l'opportunité de faire des baux avec ces gens-là avant même de l'acquérir. Donc, ça nous a permis de prendre un petit peu plus d'avance pour
commencer à le faire vivre puis se donner un esprit. Puis déjà, avec Mme Harvey, qui est ici du centre de formation, bien, le lieu a déjà évolué. On a déjà des nouveaux aménagements qui sont faits. Ça n'aurait pas été possible de le faire si il ne serait pas arrivé en mai. Déjà, il est plus opérationnel qu'il l'était au début pour les cours de septembre. Et là, il est encore plus performant aujourd'hui avec les petits aménagements qu'on a fait. Donc ça, c'est un élément qui était fort intéressant. Et évidemment, lorsque Sœur Françoise en parlait, c'est environ vers le 15 mars qu'ils vont s'en aider dans leur nouvelle maison, en fin de compte. Donc c'est là qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'exploration des lieux. Donc, quand on regarde préalablement à la mission Valence, c'est-à-dire on s'était donné des objectifs de développement pour bien circonscrire où est-ce qu'on s'en irait avec les éléments de vision. Et c'était vraiment de créer vraiment un projet qui était structurant, qui visait une occupation dynamique de l'ensemble, mais dans la continuité de leur mission. On l'a dit depuis le début. Et dans la continuité de la mission des PFM, il y avait l'éducation qui était importante, le développement local et entrepreneurial. C'était déjà des éléments qui étaient présents dans la mission et la vision, ou davantage la mission des Petites Franciscaines de Marie. Donc, on a bâti alentour de ça. Et par la suite, on avait un côté de préserver et de conserver un patrimoine important pour la dynamique du noyau villageois. Et lorsqu'on était dans les comités, c'est important de mentionner que même les gens qui étaient nos spécialistes en patrimoine nous disaient « Oui, c'est le fun, oui, c'est bien de le préserver, mais il faut le faire vivre. » Vous allez voir, dans notre vision, on a essayé d'aller plus loin, de dire on va, oui, préserver, mais on va vraiment aller plus loin. C'est un peu le souhait qu'on se donne et puis l'ambition qu'on se donne pour le futur. Évidemment, on veut développer un milieu actif en lien avec le développement durable parce que ça, c'est fort intéressant de regarder l'historique des lieux et de soutirer le potentiel avant de dire, bien ça, on défait ça puis on fait quelque chose de neuf. On a vraiment la conscience du développement durable, autant du développement, le volet économique aussi, le côté social. Donc, on voit que tous les sphères du développement durable, on essaie de s'en inspirer pour le développement. Et finalement, M. Fortin et Martin en ont parlé, c'était de mettre à contribution les partenaires gouvernementaux, commerciaux et populaires pour soutenir les étapes de développement à court, moyen et long terme. Donc, on était parti avec ces objectifs-là. Après ça, on a dit, ça y est, on se fait un élément pour créer notre vision et notre mission. Donc, on a 6 axes d'intervention. Les gens vont dire, est-ce que c'est beaucoup? Je crois que non, parce que ce lieu-là, vous allez voir avec toutes les multitudes, toutes les facettes et toutes les facilités qu'on a ici, je pense qu'on peut, c'est assez ambitieux, mais je pense que c'est un défi qui est facile à relever. Et je pense que c'est important de les regarder ensemble, c'est de dire vraiment, un qui est fort important, ils le sont tous, là, mais le développement du savoir et des compétences, c'est un élément qui est fort important quand on parle de développement, autant pour la jeunesse, autant pour la région. Ces éléments-là, c'est des valeurs clés qui vont vraiment être un effet de levier, on le croit fort bien, pour l'ensemble des projets. Il y a le développement d'entrepreneuriat et d'espaces de travail collaboratifs. Là-dessus, on pense qu'au niveau économique, on va y revenir. Sylvie va l'expliquer davantage, le projet. C'est un élément que, bien que c'est évidemment, c'est du développement de savoir et de compétences, mais on va aller plus loin au niveau de l'entrepreneuriat et de supporter les jeunes entreprises et de donner aussi une chance d'avoir des lieux pour ces jeunes entreprises qui ont peut-être moins de sous pour se louer des grands locales, etc. On va vous expliquer ça. On a aussi tout le volet de l'hébergement alternatif. Évidemment, c'est une belle opportunité qu'on a ici parce qu'on vous l'a mentionné tantôt, il y a 180 chambres, mais nous, on parle d'hébergement alternatif qui sera un effet de levier à tous les projets qui sont là. Si je vous parle du développement du savoir et des compétences, c'est important de vous dire qu'il y a des gens qui sont intéressés à venir chez nous, à donner des parties de formation ou de volets de diplôme, puisqu'il va pouvoir avoir de l'hébergement pour les étudiants, ce qui n'est pas toujours possible avant. Quand on parle d'ateliers d'artistes, on va en reparler tantôt, si on veut qu'ils viennent dans la région durant l'été, il faut qu'il y ait un lieu pour, oui, créer, mais il faut qu'il y ait un lieu pour être hébergé. Donc, c'est ce type d'éléments-là qu'on vise dans l'hébergement alternatif et aussi avoir un auberge jeunesse parce que c'est un élément qui était fort présent dans la région et qui pourrait, on a le lieu pour le dynamiser ici, fait qu'on pourrait voir un peu ce type d'hébergement alternatif voir le jour parce qu'on a le lieu qui est possible et probable, toujours en complémentarité avec l'hébergement qui est en région et jamais en compétition. C'est ça qui est important. On a toujours le volet de l'art et culture et patrimoine. Bien évident que dans la région
dans la grande région de Charlevoix et plus particulièrement à la ville de Baie-Saint-Paul, c'est fort important. C'est une ville d'art et de culture et de patrimoine. Mais nous, on va essayer de voir quelle valeur ajoutée on peut apporter dans ce lieu-là. On n'a pas la prétention qu'on va aller, qu'est-ce qui est là et pas d'excellence, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Bien, c'est un peu l'idée qu'on va se donner. Le volet agroalimentaire, de plus en plus, on a des projets qui nous arrivent qui sont fort pertinents pour aller plus loin dans le volet agroalimentaire et c'est pour ça qu'on en a fait un axe d'intervention. Et évidemment, l'énergie renouvelable, on va vous expliquer un peu que, évidemment, comme gestionnaire des lieux, c'est toujours bien de dire on veut réduire nos coûts, on veut regarder qu'est-ce qui est important pour l'énergie. Mais on va essayer de voir, d'aller un petit peu plus loin, de dire si on fait quelque chose de nouveau pour l'énergie, est-ce que ça peut être un effet de levier pour d'autres villes, d'autres régions? On va s'en aller vers des centres d'interprétation, etc. C'est notre souhait pour aller plus loin. Même si on fait un élément qui est fort pertinent au niveau de la gestion des coûts, on va aller plus loin puis s'en faire un axe d'intervention pour aller plus loin dans le développement. Et finalement, quand on regarde tous ces axes d'intervention-là, ils sont développés toujours avec les principes de développement durable, qui est comme un axe transversal. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. C'est comme un élément qu'on regarde toujours en mémoire quand on regarde ces axes d'intervention-là. Nous avons marqué le paysage de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix et nous espérons que nous continuerons de le marquer. Que notre attachement réciproque, vous et nous, que nos liens d'affection se poursuivent encore longtemps, et je dirais certainement pour un autre 125 ans. Alors, je dirais, nous vous cédons ce que nous avons de plus cher.